israélienne de 24 ans tuée dans l'attaque au couteau hier soir en Cisjordanie a été inhumée aujourd'hui à Jérusalem. Elle repose aux côtés de la mère de famille poignardée la semaine dernière à Otniel. Jour de colère des taxis en France, manifestation et blocage contre la déréglementation de leur profession. Le Premier ministre a accepté de nommer un médiateur. Et puis le Danemark adopte à une large majorité la réforme de son droit d'asile face à l'afflux de migrants, une réforme qui suscite des réactions très négatives à l'étranger. Bonsoir. L'une des deux victimes de l'attaque au couteau d'hier soir à Beth Horon, près de Jérusalem, a donc succombé à ses blessures ce matin. Âgée de 24 ans, cette jeune fille avait été poignardée par les deux terroristes palestiniens qui s'étaient introduits dans cette implantation. Les obsèques de la victime ont eu lieu tout à l'heure à Jérusalem. Joseph Emmanuel. Elle a du mal à trouver ses mots, submergée par l'émotion. Quelques mots pour son ami Shlomit, assassiné la veille. Ta bonté, ton cœur et ton honnêteté sont uniques. Et si malgré tout, Dieu a choisi de t'avoir à ses côtés, alors s'il te plaît, parle-lui, avec douceur et avec fermeté, comme tu sais le faire. Et qu'il dise assez, qu'il mette fin à nos difficultés. Assez de cette terrible punition qui nous arrache les meilleurs. Des centaines d'Israéliens anonymes, plusieurs personnalités politiques aussi, sont venus assister aux obsèques de Shlomit Kriegman à Jérusalem. Après 2 années passées sous les drapeaux, Shlomit étudie le design à l'université d'Ariel. Ses amis parlent d'une jeune femme curieuse, ouverte aux autres et optimiste. Ses professeurs décrivent une étudiante calme, réfléchie, intéressante. Elle travaillait à un projet de bibliothèque dans les arrêts de bus pour faire, disait-elle, aimer les livres aux jeunes Israéliens. Un projet pour combiner aussi ses deux passions, la lecture et le design. Mais son destin bascule lundi un peu avant 17h. Shlomit achève sa journée de travail à Beth Horon en Samarie, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. À quelques mètres, 2 jeunes Palestiniens viennent de poignarder une femme. Ils s'en prennent ensuite à Shlomit. Transportée dans un état grave à l'hôpital, elle décède au petit matin. Shlomit est la 30e victime d'une vague de terreur palestinienne démarrée il y a 3 mois. Elle repose désormais aux côtés de Daphna Meir, une mère de famille poignardée elle aussi. C'était il y a 1 semaine chez elle face à ses enfants dans l'implantation juive d'Otniel. Alors on est en ligne avec Michael Gabé qui habite précisément cette localité de Beth Horon. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissiez, j'imagine, cette jeune victime ? Elle était connue dans l'implantation parce qu'elle s'était occupée du mouvement de jeunesse qui reçoit tous les enfants en fait tous les samedis, et elle a aussi pendant justement l'époque où elle était en service national, elle a travaillé à l'école du Yishuv, où elle donnait des cours particuliers à certains enfants ou etc. Donc mes enfants ont eu des cours avec elle. Elle a été leur animatrice au Bnei Akiva. Donc on la connaissait bien. Quelle est l'atmosphère ce soir ? Est-ce que l'inquiétude et la tristesse dominent encore ce soir à Beth Horon ? Je suis sorti juste, on est en milieu d'une réunion d'information justement avec l'officier en chef du Yishuv qui s'occupe de la sécurité. Il y a la police, l'armée, des gens du conseil régional qui sont là pour venir justement nous dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les mesures qui vont être prises, comment apprendre justement de ce qui s'est passé, et puis justement donner un maximum d'informations pour justement que les choses elles soient de manière linéaire, quoi. Tout le monde ait la même information, qu'il n'y ait pas de rumeurs, pour justement faire baisser les tensions. On a eu des psychologues aujourd'hui dans les écoles et dans les jardins d'enfants qui ont parlé avec les enfants, qui les ont accompagnés. Certains enfants étaient dans la macolette à un moment où ça s'est passé, donc il y a eu quelques enfants qui étaient un peu sous le choc. Justement, le Bnei Akiva a aussi fait une opération dans l'après-midi où ils ont pris tous les enfants pour les mettre en rond, leur faire parler, les faire chanter, faire justement essayer de comprendre ce qui s'est passé, de l'intégrer, et justement pour pouvoir continuer
pouvoir continuer à vivre. Michael Gabé, quand on habite une implantation, on sait qu'on est exposé à ce type de risque plus qu'ailleurs en Israël? Plus qu'ailleurs, je ne sais pas si on fait le calcul depuis l'intifada du couteau, s'il y a eu plus d'attentats à Jérusalem ou dans des implantations. Je pense que depuis que l'armée s'est mise, enfin la police et l'armée a investi justement Jérusalem de façon massive, eh ben, ils essayent ils redirigent leurs attaques vers des implantations qui sont plus proches d'eux. Et c'est pour ça qu'on voit des attaques sur les implantations. C'est sûr et certain que là où on habite, il y a un gardien à l'entrée, il y a une barrière autour, il y a des tours de garde. On fait un petit peu plus attention au quotidien que ce qu'on pourrait faire dans une grande ville, mais je pense pas qu'on soit plus exposé, surtout que Beit Horon, c'est une implantation qui est sur un axe routier principal. On est très loin des grands centres des grands centres de population arabe. On est extrêmement protégé. On a à la fois la barrière de protection de séparation et la barrière du Yishuv. Mais encore une fois, c'était un peu l'introduction du briefing. Le risque zéro n'existe pas. Mais c'est évident que je pense que dans un Yishuv, c'est plus facile justement de comprendre et d'appréhender ce genre d'événement, puisque justement, comme c'est un peu plus présent dans la conscience des gens, donc tout le système fait que on va rassurer les gens, on va les prendre en charge. Il y a eu au milieu de cette affaire des actes de bravoure qui ont été faits par des habitants. On parle beaucoup du gardien qui est le Druze, qui est parti directement au contact des terroristes, mais on ne parle pas de gens qui les ont percutés sur la route parce qu'ils les ont vus. Enfin, plein de choses qui ont été faites au milieu pour justement faire en sorte que ce soit un attentat qui soit vraiment avec un minimum de développement. Merci Michael Gabé pour ce témoignage donc depuis Beit Horon où vous habitez. Alors justement la question de la protection de cette implantation est posée car elle se trouve évidemment dans une zone où il y a des villages arabes à proximité. Maxime Pérez s'est rendu sur place aujourd'hui. Reportage. Des bus affrétés spécialement pour les funérailles de Shlomit Krigman à Jérusalem. Mardi midi, la localité de Beit Horon s'est vidée durant quelques heures de ses habitants. Une communauté encore sous le choc de l'attentat. C'était comme regarder un film devant sa télé et se retrouver subitement au cœur de l'action. Il faut y faire face, mais là, on a besoin d'être soutenu. Notre chance, c'est d'être une communauté très solidaire. Sur les lieux de l'attaque, les enquêteurs de l'armée israélienne sont à pied d'œuvre. À l'évidence, c'est une faille dans le dispositif de protection du village qui a permis cette infiltration terroriste. Le temps presse pour renforcer cette modeste clôture de sécurité que les deux assaillants palestiniens n'ont eu aucun mal à franchir. Ils sont venus de cette vallée et ont utilisé les canalisations d'eau pour s'approcher et ensuite enjamber la clôture. Ils se sont retrouvés devant la supérette. C'est un peu le cœur du village, il y avait beaucoup de monde. Pour les habitants de Beit Horon, nul doute que les terroristes ont bénéficié d'une complicité. En l'occurrence, celle d'ouvriers palestiniens qui transitent par le village pour accéder à leur champ d'oliviers. Juste devant, ces grillages de protection. Leur attaque aurait pu être encore plus meurtrière si les terroristes s'en étaient pris à ce jardin d'enfants qui a fermé ses portes une dizaine de minutes avant l'infiltration. Tout s'est donc déroulé autour de l'épicerie du village où les deux Palestiniens ont finalement été abattus par un garde de sécurité. Ceux qui connaissent bien les lieux savent que leur localité n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque. C'est très facile de se dire qu'il y a une clôture et qu'on est tranquille. Mais c'est faux. Je connais trop bien cette vallée. La sécurité ici, elle ne tient qu'à des gens qui sont aptes à réagir si besoin. C'est ce qu'il y a de plus important. Après cette nouvelle attaque, la troisième consécutive contre une implantation juive de Cisjordanie, instruction a été donnée à toutes les équipes de sécurité et à tous les habitants détenteurs d'un permis de rester en permanence avec leurs armes. Alors Daniel Haïk, bonsoir. Il y a ce soir évidemment une inquiétude aussi au sein des forces de sécurité israéliennes qui se demandent comment faire face à ce type d'attaque.
Oui, parce qu'effectivement, comme disait Maxime, il y a eu 3 attentats en 10 jours dans des localités juives de Judée et Samarie, Otniel, Tekoa et hier donc Beth Horon. Et on constate une forme d'audace de la part des terroristes qui rentrent à l'intérieur de ces implantations, même si elles sont sécurisées, même s'il y a des barrières de protection. Alors, comment faire face à cette audace ? Eh bien, cela signifie d'abord pour les forces de sécurité qu'il y a une baisse de la force de la dissuasion de l'armée israélienne. Cela veut dire que les terroristes sont moins inquiets, ils sont apparemment plus indifférents à tout ce qui pourrait leur arriver. Et donc, on va essayer de comprendre au sein des forces de sécurité comment fonctionnent ces terroristes qui sont des loups solitaires, qui sont incités, on le reconnaît dans l'armée et au sein du Shin Bet par les réseaux sociaux. Comment fonctionnent-ils ? Et pour cela, eh bien, on a interrogé au sein des forces de sécurité israéliennes, on a interrogé les terroristes qui ont échappé à la mort, qui n'ont pas été abattus par les forces de sécurité depuis le début de cette vague de violence. Et on a constaté de manière assez inattendue que la motivation principale n'est pas la motivation idéologique, mais qu'il s'agit souvent d'un cas de vengeance personnelle, de vengeance familiale. Un exemple, il s'agit par exemple d'un terroriste qui a été arrêté, qui a commis un attentat après avoir participé aux obsèques de son proche qui avait lui-même été abattu par des forces de sécurité israéliennes dans le cadre d'un attentat. On a remarqué aussi qu'il y a une forme de stimulation terroriste dans certains villages et on a remarqué que par exemple il y avait 5-6 terroristes palestiniens qui venaient du même village et qui avaient commis des attentats dans l'espace de plusieurs jours. Donc il y a certains cadres, certains stéréotypes que l'on peut remarquer, mais on reconnaît au sein des forces de sécurité israéliennes que l'on est dans une situation difficile, que on n'a pas encore atteint le paroxysme de cette vague de violence, que celle-ci devrait se poursuivre. C'est l'avis de l'armée depuis le début et d'une certaine manière on estime que c'est un point particulièrement important et on souligne deux paramètres qui empêchent une dégradation de la situation. C'est le fait que jusqu'à présent, en Israël, les autorités israéliennes ont permis à des milliers de Palestiniens de continuer à rentrer, à franchir la ligne verte et à rentrer pour travailler à l'intérieur du territoire israélien. Et le deuxième point important qui empêche une dégradation, c'est la poursuite de la coopération sécuritaire entre les autorités, entre les forces de sécurité palestiniennes et les forces de sécurité israéliennes. Alors dans ce climat, ce soir, vient s'ajouter une polémique diplomatique de nouveau entre l'ONU, le chef de l'ONU Ban Ki-moon et Benjamin Netanyahou. C'est Ban Ki-moon qui a déclaré aujourd'hui que le droit des Palestiniens à se défendre face à l'occupation était naturel. Il justifie pour Netanyahou ces actes de terrorisme. Oui, effectivement, et c'est une déclaration de Ban Ki-moon qui a pu surprendre. Elle a été prononcée dans le cadre d'un débat du Conseil de sécurité, que c'est, selon lui, donc le terrorisme palestinien est une réaction naturelle et que l'on peut le comprendre et peut-être apparemment même le justifier. Cela a suscité une réaction immédiate de Benjamin Netanyahou qui a affirmé que ses propos ne faisaient qu'encourager le terrorisme. On remarque aussi en Israël, avec un certain étonnement, que ces propos ont été tenus à la veille de la fameuse journée internationale pour le souvenir de la Shoah qui doit se tenir demain et qui a été une initiative de l'ONU. Et cela étonne les Israéliens que Ban Ki-moon ait choisi justement cette date symbole pour justifier d'une certaine manière le terrorisme palestinien. Merci Daniel Haïk. Les invitations pour les pourparlers de paix sur la Syrie ont été envoyées aux différentes délégations qui doivent arriver vendredi en Suisse. Mais la France reconnaît ce soir que tout n'est pas si simple. La Russie fait par exemple pression pour que les Kurdes de Syrie soient également inclus à ces négociations, ce que la Turquie refuse. En attendant, sur le terrain, le régime d'Assad et ses alliés récupèrent plusieurs territoires clés. Mathias Inbar. À coups de missiles courte portée, le régime de Bachar al-Assad viendrait de reprendre la ville de Cher Meskin dans le sud du pays. Une offensive lancée à la fin du mois de décembre, une conquête qualifiée de stratégique à la frontière avec la Jordanie, dans la province de Deraa, contrôlée sur plusieurs kilomètres par les rebelles. De rudes combats menés conjointement au sol par les troupes du régime, des milices palestiniennes, des hommes du Hezbollah et des unités de l'armée iranienne, et appuyés également par l'aviation russe. Une manière de sécuriser un peu plus les routes qui mènent vers le nord, vers la capitale Damas. Et si les affrontements devraient donc se poursuivre dans le sud de la Syrie, toutes les parties engagées dans cette guerre civile se rendent coup pour coup. Quasiment au même moment, une vingtaine de personnes trouvent la mort dans 2 attentats suicides
à un poste de contrôle de l'armée dans la ville de Homs. Coup pour coup également à l'est du pays, dans la ville de Deir el-Zor. L'État islamique tente de reprendre depuis la semaine dernière les champs pétroliers et les faubourgs de la ville. Des combats rapprochés et surtout filmés. En voici les images. Après d'intenses combats et battus, on y voit 2 soldats du régime demander la grâce des hommes de Daesh. 50 soldats syriens y auraient été tués. Mystérieuse vague d'alerte à la bombe aujourd'hui à Paris et en Angleterre. Des écoles, des lycées ont dû être évacués après avoir tous reçu le même message au même moment. Olivier Lerner, bonsoir, vous êtes en direct de Paris. Que sait-on de ces mystérieuses alertes ? Alors quelle drôle de journée pour les nombreux lycéens, pour des milliers de lycéens dans Paris, puisque 6 établissements étaient visés, ils ont été secoués, ébranlés, mais heureusement pas touchés. Donc Fénelon, Montaigne, Condorcet, Henri IV, Louis-le-Grand et Charlemagne. Donc ce sont les 6 lycées les plus prestigieux de Paris, on peut dire ça comme ça, avec près de 1500 à 2000 élèves par établissement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien vers 10h20 ce matin, chaque standard de ces lycées a reçu un coup de fil étrange, puisqu'il n'était pas en direct, ce coup de fil. Il était pré-enregistré avec une voix qui disait « Alerte à la bombe, colis piégé ». Les forces de police se sont rendues immédiatement, sans tarder, en pensant qu'il ne s'agit pas d'un plaisantin. Donc ils sont arrivés en force, ces forces de police, enquêteurs, des mineurs avec des chiens. Et pendant de longues heures, donc, ces lycées ont été fouillés du sol au plafond. Les élèves, eh bien, certains sont sortis, d'autres ont été confinés à l'intérieur. L'alarme incendie a résonné. Alors les élèves, depuis quelques mois maintenant, sont habitués, puisqu'ils procèdent régulièrement, chaque mois, quasiment à des exercices. Donc il n'y a pas eu de panique, mais certains élèves ont toutefois pleuré. Ce que je peux vous dire encore, Jean-Charles, c'est que le mauvais plaisantin, si plaisantin il s'est amusé alors à lancer des alertes comme celle-ci, eh bien il risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Alors, comme il y a eu la même chose en Angleterre également, avec plus encore d'établissements concernés, on pense évidemment aux menaces récentes proférées par Daesh, par l'État islamique contre ces 2 pays. Oui, Jean-Charles, 14 établissements qui ont été menacés aujourd'hui en Grande-Bretagne, 4 à Londres, d'autres à Birmingham et puis d'autres encore dans la région de Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et là aussi, les policiers britanniques ont pris les choses très au sérieux. Cette vidéo de Daesh dont vous parlez, bien évidemment, a été décortiquée par tous les services de police en France, en Angleterre et en Europe. Et elle vise, on le sait maintenant, nommément donc la France. Autre inquiétude, autre alerte, puisque hier, le président d'Europol à Amsterdam, qui inaugurait, hasard du calendrier, donc le nouveau centre antiterroriste, a lui aussi fait part de ses inquiétudes. La France est visée, et l'Europe dans son intégralité. C'est bien ce qui inquiète aujourd'hui toutes les autorités qui veillent au grain. Les forces de police, mobilisées d'ailleurs ce matin, porte-maillot, autour des taxis, ont bien cru voir revenir le scénario du 13 novembre, où dans l'après-midi du 13 novembre, donc juste avant les attentats du Stade de France, des Terrasses et du Bataclan, il y avait eu une alerte importante, gare de Lyon, et c'était une sorte de piège finalement dans lequel étaient tombées les forces de police pour ensuite effectivement constater que les attentats majeurs étaient perpétrés dans Paris. Les policiers ont pensé à ce scénario ce matin, mobilisés autour de la Porte-Maillot, mobilisés autour d'Orly et de Roissy, et ensuite, à 10h30, nouvelle alerte dans 6 lycées parisiens. Les policiers ont bien cru relire, revoir, revivre ce cauchemar du 13 novembre. Heureusement, tout est bien qui finit bien aujourd'hui. Merci Olivier Lerner depuis Paris. Vous parliez de ce mouvement de colère justement des chauffeurs de taxi, une grève et des manifestations émaillées d'incidents pour protester contre la déréglementation de leur profession décidée par le gouvernement. Un médiateur va être nommé, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre tout à l'heure, Julia Ganancia. Arrivé sous tension à Matignon. Au total, 9 organisations syndicales sont reçues par Manuel Valls en présence de Bernard Cazeneuve. À l'issue de 2 heures de réunion, le Premier ministre propose l'ouverture d'une concertation avec les taxis ainsi que la nomination d'un médiateur. Manuel Valls ordonne également d'amplifier les contrôles afin de faire cesser tout comportement abusif et garantir les conditions d'une concurrence loyale entre les taxis et les VTC. Plus tôt ce matin, scène de chaos porte-maillot à Paris, un concert de klaxons, des pneus brûlés, des opérations escargots, premiers incidents, plus d'une vingtaine d'interpellations et une circulation bloquée.
Les chauffeurs de taxi protestent contre la concurrence et les dérives des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Je voudrais que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse en sorte que le taxi et le VTC, voilà, ça soit bien distinct et que le VTC ne se transforme pas en taxi parce qu'il y a une cannibalisation en fait. C'est ça qui se passe. Les taxis ne sont pas les seuls à descendre dans les rues ce mardi. Les enseignants aussi se mobilisent. Un professeur sur 5 observe la grève selon le ministère de l'Éducation nationale. Un cortège de plusieurs centaines de manifestants est en route pour rejoindre les Invalides. Ils protestent contre la réforme des collèges et la suppression d'une partie des classes bilingues et réclament aussi une augmentation des salaires. Cette réforme va dans un sens d'un déracinement complet. Moins de français, moins d'histoire, plus de latin. Donc c'est une éducation au rabais. Voilà, et c'est pour cela qu'on se bat vigoureusement et qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'à l'abrogation de cette réforme. Autre mobilisation, celle des contrôleurs aériens qui désertent les aéroports. 20% des vols sont annulés. Les syndicats refusent d'être soumis au nouveau système de primes, un système qui, selon eux, affecte leur pouvoir d'achat. Alors, Johanna Citruc avec nous, bonsoir. D'abord, on revient sur les revendications de ces chauffeurs. Oui, effectivement, ce mardi, ils étaient plusieurs milliers de taxis à se mobiliser contre les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Pour eux, il s'agit d'une concurrence déloyale, une concurrence qui a fait chuter leurs revenus ces dernières années. En guise de compensation, ils réclament donc une aide de la part du gouvernement ainsi qu'une baisse du prix de leur licence. Alors, on les accuse finalement de ne pas vouloir du changement, de ne pas vouloir s'adapter à l'économie qui bouge. Oui, effectivement, puisqu'on est en train de passer d'une économie traditionnelle avec d'une part un consommateur et de l'autre un prestataire à une économie collaborative où tous les consommateurs peuvent proposer leurs services. Aujourd'hui, de plus en plus de secteurs sont concernés, de la restauration au tourisme en passant évidemment par les transports. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation, un terme qui vient du nom de la société de VTC Uber, lancé par le publicitaire Maurice Lévy lors d'une interview pour le Financial Times en 2014. Le problème, c'est que toutes ces nouvelles sociétés, bien comme Uber, Blablacar ou Airbnb, proposent des prix beaucoup moins élevés que les entreprises classiques. Pour ne pas se faire écraser par cette nouvelle concurrence, les acteurs de l'économie traditionnelle doivent donc s'adapter et surtout innover. Mais apparemment, avec cette nouvelle grève, ce n'est pas l'évolution, mais plutôt la résistance que les chauffeurs de taxi semblent avoir choisie. Alors, le gouvernement a déjà apporté son aide aux chauffeurs de taxi ces derniers mois, ces dernières années. Oui, l'État a déjà donné plusieurs coups de pouce aux chauffeurs de taxi, par exemple en 2014 avec l'application de la loi Thévenoud pour réglementer le secteur. Ensuite, en mai 2015, le Conseil constitutionnel interdit aux VTC de marauder, donc de stationner ou de circuler à la recherche de clients. Quelques mois plus tard, fin septembre, c'est Uberpop qui est suspendu en France. Uberpop, c'est donc le service d'Uber qui permet aux particuliers de s'improviser chauffeur. Et ce mardi, eh bien, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé un renforcement des contrôles pour les VTC ainsi qu'une concertation avec les taxis pour tenter de trouver des solutions pour une concurrence plus saine. Merci Johanna Citruc. Avec nous dans notre studio à Paris, Albert Cohen, qui est chauffeur de taxi, qui a manifesté aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être là. Pourquoi est-ce que vous êtes autant en colère quand on voit les images? On s'aperçoit vraiment qu'il y a une vraie colère chez les chauffeurs de taxi. Oui, il y a une colère parce que tout simplement on nous vole tous les jours. Donc on nous vole de la clientèle, on nous vole du prix sur tout ce que l'on pouvait avoir auparavant qui était réglementé par l'État. Donc les licences, les tarifs, voilà, tout ce qui concerne notre profession, on nous vole dessus tous les jours. Donc voilà, il y a des gens qui ont de grandes pertes dessus et donc on est très énervé à ce point-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut trouver un compromis qui permettrait à la fois à ces VTC et aux taxis de cohabiter? Est-ce qu'il y a, selon vous, un compromis possible aujourd'hui? Alors, il y a une loi qui a été faite, dite la loi Thévenoud, qui a été faite en 2014, qui aurait dû réglementer les VTC et les taxis. Le problème, c'est qu'on demande on impose tout aux taxis, mais concernant cette loi, rien n'est imposé aux VTC. Donc, ils auraient dû avoir l'interdit de maraude électronique, le retour au garage, et sur ce plan-là, rien n'est fait. Le gouvernement a nommé un médiateur aujourd'hui. Est-ce que ça va calmer les choses? Est-ce que vous êtes prêt à entrer dans une négociation? Alors non, pas du tout, parce que depuis le temps, ça aurait dû être fait auparavant. Donc on ne va pas avoir encore un médiateur pour attendre encore
3 mois ou 4 mois de médiation. La médiation a déjà été faite auparavant, la loi a déjà été faite auparavant. Donc c'est au gouvernement d'assumer et de faire respecter les lois. Uber proposait il y a quelques jours de vous associer finalement à sa plateforme, ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres pays. Est-ce que vous seriez prêt à l'accepter ? Alors, je pense que c'est tout à fait une utopie de la part de Uber. Simplement une façon pour eux de détruire les centraux radio qui existent déjà actuellement et puis la façon dont nous travaillons actuellement. Parce que si on va se mettre à travailler pour Uber du jour au lendemain, avec les VTC, il suffit qu'au bout de quelques temps, ils nous fassent comme ils ont fait avec les chauffeurs VTC actuellement. Donc ils leur réduisent leur prime de 20%. Enfin, ils augmentent ils réduisent leur tarif de 20%. Donc à ce moment-là, on serait perdant sur tout, quoi. On aurait perdu les centraux radio et on aurait perdu le nouveau travail avec Uber. Donc c'est tout à fait inadmissible et vraiment honteux de leur part. Merci pour ce témoignage, Albert Cohen. Je rappelle que vous êtes chauffeur de taxi à Paris. On marque une pause et on parle de l'Iran.